Pascal. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, je voudrais dire que ce serait important que vous puissiez reprendre les propos que notre collègue Guillaume Guérin vient de dire par rapport aux condamnations sur toutes ces exactions sur les bassines, mais je pense plus largement aussi sur tous ceux qui travaillent, et c'est guère mieux sur les convois de céréales. Parce que c'est pas ça qui va faire avancer la cause bien au-delà. Et je pense qu'il y a de la place, pour tous, et il faut qu'on soit respectueux les uns les autres. Sur cette délibération qui est prendre acte, bien entendu, notre groupe prendra acte. Je pense que c'était important que vous puissiez mettre le débat aussi au sein de l'Assemblée. Je pense que ça aurait pu, cette entente pourrait s'élargir peut-être aussi à une représentation des départements qui sont quand même des acteurs importants aussi sur le territoire. Mais elle est très très importante. Sur le plan d'économie d'eau, c'est un objectif qui est très louable et sur lequel il est indispensable de travailler. Je pense qu'il faudrait aussi bien rappeler l'importance du besoin de stockage d'eau. Parce que c'est peut-être pas suffisamment précisé. On aura de plus en plus, comme le disait notre collègue tout à l'heure, de périodes où il tombera de la pluie de manière abondante et des périodes d'assec. Et donc, si on ne stocke pas, on n'arrivera pas à régler les questions d'étiage. Sur le développement des mesures fondées sur la nature, je pense qu'on a besoin de définir de quoi on parle. Parce que si on prend une éponge et qu'on y jette un seau d'eau dessus, si elle est sèche, eh bien ça ruisselle. Donc ça veut dire que même avec les meilleures solutions fondées sur la nature, on a beau augmenter la capacité de rétention des sols en eau, lorsqu'on aura des assecs qui seront de 7, 8 mois, 9 mois, eh bien, ça sera très très compliqué de régler le sujet par que ces mesures-là. Donc, le stockage aussi est très important et à certains endroits, l'irrigation pour tenir les terres avec un niveau d'humidité suffisante. Sur l'optimisation des ressources existantes, vous l'avez dit, l'hydroélectricité joue un rôle important. Dans tous les scénarios qui nous permettent d'être autonomes en matière d'énergie, on est passé à pieds joints, beaucoup reparlent du nucléaire bien entendu, mais on est passé à pieds joints sur la nécessité d'avoir 5000 mégawatts d'énergie hydroélectrique supplémentaire. C'est la base de tous les scénarios qui ont été posés assez récemment. Ça veut dire qu'au-delà des steppes ou entre réserves déjà existantes ou à créer, comme vous parliez hier sur notamment Redonnin, je pense que c'est important qu'on puisse là aussi stocker des capacités d'eau pour maintenir de l'étiage. Et on le voit bien sur un certain nombre de rivières aujourd'hui. Si on n'avait pas ces grands barrages faits il y a 70 ans, on n'aurait pas les niveaux d'étiage et les usages et les multi-usages que l'on a en aval sur beaucoup de nos départements. Et sur la lutte active de l'artificialisation des sols, bien entendu, ça fait partie aussi des priorités. Moi, je voulais vous faire une proposition, Monsieur le Président, parce que je conduis sur le département de la Corrèze une expérimentation qui amène à ce que, avec les mêmes experts du GIEC, on fasse une descente d'échelle du GIEC. Et au lieu de parler macro très très large, on revient parler tête de bassin. Et je pense que ça serait intéressant sur Adour-Garonne, au sein de l'entente, ou à minima au sein de la région Nouvelle-Aquitaine, que l'on puisse regarder quels sont les effets réels du GIEC ou des conséquences du réchauffement ou du changement climatique sur notre bassin. Et on se rend compte que les grandes affirmations macro, lorsqu'on les ramène selon les mêmes modèles sur nos micro-territoires, eh bien, elles n'ont pas du tout les mêmes conséquences. Et dans un département comme le nôtre, tête de bassin, on est non pas à moins 40 d'eau en moins, 40% d'eau en moins sur le périmètre, mais on est, selon les scénarios, à plus 9, à moins 5%. Donc ça veut dire que ce n'est pas tout à fait les mêmes solutions. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir, mais ce n'est pas tout à fait non plus les mêmes solutions. Donc c'est pour ça qu'on pourrait peut-être aller aussi un peu plus loin dans la cause scientifique et peut-être avancer sur le sujet. Vous parlez de la préservation aussi des zones humides dans le rapport, avec notamment un effort qui doit être consenti sur les têtes de bassins versants.
Je pense que là, il faut qu'on soit aussi en phase sur une gestion équilibrée de l'eau. On ne peut pas avoir des têtes de bassin versants qui deviennent des sanctuaires pour bénéficier à l'aval qui, lui, pourrait continuer un développement économique harmonieux et fort. Ça veut dire que le prix de l'eau ou le prix global, il faut qu'il soit réparti fortement et on ne peut pas toujours accuser la tête de Bersan à faire toujours plus et toujours moins, parce que, en l'occurrence, parce que c'est quand même le secteur qui a l'industrie ou l'économie la plus faible. Donc faisons attention aussi à ne pas faire porter l'effort que sur le bassin versant. Sur l'aspect qualitatif, moi je trouve louable tous les discours. Je regrette, Monsieur le Président, mais démagogique sur les zéro pesticides en 2030. Déjà, certains ici dans cette Assemblée reparlent d'un certain nombre, mettent une modération en parlant de zéro pesticide de synthèse. C'est déjà plus juste, parce que de l'agriculture biologique sans cuivre, il faudra m'expliquer qu'il reste un pesticide, comment on va la faire durablement. Donc, moi je veux bien, mais derrière, il faut qu'on puisse avoir des agréments sur les biocontrôles, sur un certain nombre de sujets, sur les NBT, sur la capacité à avoir des plantes beaucoup plus résistantes et autres, et qu'on n'ait pas un débat dogmatique, surtout. C'est-à-dire que l'eau, oui, zéro pesticide, mais derrière des plantes qui résistent aux agresseurs, c'est pas valable non plus. Donc à un moment, il faudra nous expliquer qu'est-ce qui reste valable, si ce n'est la décroissance totale et si ce n'est la famine qui nous guette. Parce que produire tout bio, c'est pas produire sans pesticides. Et aujourd'hui, à 15% de production bio, on est en autosuffisance sur à peu près l'ensemble des secteurs et même excédentaire sur d'autres. Et ça veut dire que qui est en capacité demain, avec 10 500 000 Français qui ne mangent pas à leur faim, 10 500 000 Français qui ne mangent pas à leur faim, on n'est pas en train de parler de la famine qui guette l'ensemble des territoires, qui est capable de manger à sa faim en allant à Biocoop tous les matins. Je pense qu'à un moment, il faut quand même qu'on soit un peu sérieux. Il faut quand même être un peu sérieux et se remettre aussi à la portée du monde. Et je voudrais, pour terminer quand même, sur le sujet de la gestion qualitative de l'eau, revenir sur un autre sujet qui concerne nous tous aussi ici. Parce que c'est certainement plus facile de stigmatiser quelques agriculteurs, quelques hydroélectriciens. Je termine. Mais quelques hydroélectriciens ou quelques industriels, mais la question des perturbateurs endocriniens, de l'eau de Javel, du bisphénol A, des PCB et compagnie, c'est la question de nous tous. Alors est-ce que nous tous, nous sommes aussi capables de changer nos comportements plutôt que de faire la leçon au monde entier, d'aller découper des bassines ou de jeter des céréales en pâture sur des trains de chemin de fer. Donc moi je pense qu'à un moment, il faut qu'on soit un peu sérieux dans les solutions qu'on peut proposer.